C'était super intéressant, mais à un moment, tu te dis, tu te fais porter en fait par les premières années de boulot. Et à un moment, tu te dis, mais est-ce que je vais faire ça toute ma vie? Moi, c'était évident que c'était non, en fait. Ce qui est intéressant dans les crises, et on le voit d'ailleurs en ce moment, c'est que les crises génèrent énormément d'opportunités. Pour des gens créatifs, c'est rempli d'opportunités. En rencontrant un ou deux investos, ça va pas le faire. Et je me dis, l'herbe est plus verte ailleurs, on va aller aux US. Donc la différence, en fait, c'est que ici, en France, j'étais une merde. Dans les yeux de tout le monde, c'était bon, quand est-ce que tu trouves un vrai travail? Ça faisait quand même 3 ans qu'on se payait pas. Puis à la fin du mois, on allait dans une salle de concert qui s'appelle House of Blues là-bas, et tu piges devant 500 investisseurs je suis allé là-bas. des US. Et là, on se dit, il faut qu'on trouve un truc, sinon on va crever. En fait, on avait 10 000 $ de dette. C'était une. Donc t'étais au pied du mur là. On était au fin fond du pied du mur. Voilà, c'était l'enfer. On s'est mis à lancer des produits en une journée. Chaque journée, on lançait des nouveaux produits en fait. T'as un truc, elle te ramène 100 000 balles par an. Par mois. Hein. Il y a quelques années, j'étais complètement perdu dans la vie. Je savais pas ce que j'aimais, je me connaissais pas plus que ça. Et à côté de ça, je voyais des gens à côté de moi qui semblaient avancer à fond la caisse dans la vie. Certains gagnaient beaucoup d'argent, d'autres étaient complètement passionnés d'un sujet et passaient des heures et des heures et des heures sur un même projet. D'autres arrivaient à faire des choses complètement loufoques. Et je me suis dit, mais attends, comment est-ce qu'on arrive là? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie pour en arriver là où ils en sont? À l'heure où je trouve maintenant tranquillement ma voie, j'ai décidé de venir en aide à ceux qui galèrent encore, en allant à la rencontre de ces passionnés, de ces entrepreneurs, et essayer de voir ce qui les motive, comment leur personnalité est alignée avec leur travail, et j'espère qu'au travers de ces interviews, vous trouverez des sources d'inspiration. Bienvenue sur le Grand Bain. Qu'est-ce que tu as mangé ce matin? Comme tous les matins. Du pain et du beurre, c'est ça? Du pain et du beurre. Et un bon café. Un bon café. Voilà. Je m'attendais à un petit déj un peu à l'américaine, a breakfast. Ouais, mais en fait, en ce moment, on peut pas faire trop de sport, donc je finirai obèse. Tu finirais obèse trop rapidement. Salut Guillaume. Salut. Alors, je suis aujourd'hui chez Pictarine, du coup, qui est une société de photographie, qui crée des applications pour la photo, et qui a la particularité d'avoir tout son business aux USA et qui est opéré depuis la France, à Toulouse. Voilà, c'est ça, ouais. C'est bien résumé. Non, ouais, c'est ça, ouais. Ça résume bien le truc, en fait. 100% de notre chiffre est fait côté US et 100% des gens sont à Toulouse. C'est incroyable. Il n'y a vraiment personne aux US et on y va très rarement pour le business. Ah, c'est super atypique. Ouais. Personne ne se déplace plus que ça. Il n'y a pas besoin. La dernière fois que je me suis déplacé, c'était en février pour aller voir mon board à Chicago. C'est là où on a créé le premier partenariat et voir aussi faire la tournée des partenaires. Mais globalement, peut-être tous les 2 ans pour business, j'y vais. Et voilà, en tout cas, jusqu'à présent, ça s'est passé comme ça. D'accord. Ah, c'est extra. Je me dis qu'on aurait le cliché de se dire que quand tu es si loin, tu as besoin de... Il y a le côté humain, tu vois. Je vois, depuis qu'il y a le confinement maintenant... Après, depuis le confinement, tout se fait par Skype, tout se fait... voilà, et je trouve qu'on perd un peu le côté relationnel. C'est sûr qu'à un moment, il faut aller voir les gens, surtout quand on veut renforcer les relations. Mais la mise en place en fait, de ces partenariats... Alors, le premier s'est fait, on s'est vraiment vu, parce qu'on vivait à Chicago, en fait, avec mon cofondateur Maxime. Et là, Walgreens, qui sont une grande chaîne de pharmacie, vendre des clopes, vendre des Mars. C'est un peu le paradoxe américain. Enfin bon, ils sont venus nous voir et ils ont dit est-ce que vous voulez faire un partenariat avec nous? On a ouvert une API, donc des interfaces techniques pour qu'on puisse imprimer des photos. Nous, la première réaction qu'on a eue, c'est bon, c'est pas qui vous êtes, salut, en fait. Ah, c'est vrai? Voilà. Vous avez tourné le dos? On a tourné, c'est ça. Et Walgreens, il faut quand même se dire que c'est quand même un chiffre d'affaires de 120 à 130 milliards, je pense. Donc, c'est gigantesque. Hein. C'est complètement gigantesque. C'est presque insolent, quand même. Voilà. Et donc, mais ils ont persévéré, ils sont revenus nous voir. Et ils sont revenus vous voir en plus? Et entre-temps, on avait fait nos devoirs et on avait demandé... qui était Walgreens en fait, et puis on avait un peu ouvert les yeux, il y en avait partout dans la ville, donc mais je sais pas, on y reviendra peut-être après, mais je me dis il y a Google, non? Maintenant tu te dis pas quand ils vous proposent, tu te dis pas En fait, on venait de débarquer aux US et on a intégré un programme qui s'appelle Techstar, qui est un peu le deuxième plus gros accélérateur du monde, un super réseau à travers le monde pour aider les startups. Et
On était un peu sur un nuage et enfin, on savait pas trop ce qui se passait en fait. D'accord. On prenait plein la tête. Déjà, on avait du mal à comprendre parce que globalement, tu as l'impression que tu parles anglais quand tu débarques là-bas. Il n'y a pas de sous-titres, hein. Même si tu as l'habitude de regarder Game of Thrones avec des sous-titres en anglais, il n'y a pas de sous-titres là-bas. Et ça a été, moi personnellement, aller pitcher des investos dès le deuxième jour, 60 investos, enfin des prêts sur scène régulièrement, ça a été un peu dur. Et donc en fait, il y a plein de choses qui t'arrivent, il y a plein de nouvelles personnes et tu captes pas tout quoi en fait. Mais alors, t'avais quel âge quand t'es... J'avais, alors à l'époque, je devais avoir 30 ans, j'ai lancé à 29 ans. On devait avoir, je devais avoir 33, un truc comme ça. 33. Donc, si j'essaie juste de reprendre un peu, parce que... Enfin, pourquoi, où, quand, comment... Enfin, pourquoi t'étais aux USA? Tu voulais monter ta startup aux USA ou c'est un accident? Alors, les USA, c'est pas un accident. D'accord. Monter sa startup, c'est à moitié un accident, à moitié non. Enfin non, parce que j'ai rencontré Max en fait, qui voulait monter sa boîte. Max, c'est mon cofondateur. On était tous les deux dans la même équipe. On D'accord. bossait pour les traders en fait, dans une banque d'investissement, Crédit Agricole, et on faisait du software en fait pour des traders. Et c'était en pleine, on faisait ça depuis 2 ans, je pense, et en pleine crise des subprimes en fait, en 2008-2009. Les projets sont devenus inintéressants et puis éthiquement, ça ne nous faisait pas rêver de faire de la finance en fait. C'est un peu chiant. Surtout après la crise où ça a Ouais, accentué, ouais, ça devenait, enfin voilà, c'était beaucoup moins intéressant. Et Max, avec cette idée, il s'était déjà mis au 4/5e pour lancer sa start-up. Et du coup, un jour, j'ai rejoint en fait, et on est parti. Ça devait être le vendredi, on a dit autour d'une bière, on a dit bon allez, on se lance. Et le lundi, on a commencé les démarches. Génial. Mais alors, tu l'as rencontré, c'était ton collègue du coup, Max. Max, il était dans la même équipe que moi. Ouais. D'accord. Et avant de vous rencontrer, toi, tu étais du coup dans le software pour le trading. Ouais. Et enfin, voilà, j'imagine que tu avais une formation Tech. de tech. Moi, j'ai une formation de tech. Enfin, je codais beaucoup quand j'étais au lycée, même avant en fait. Hein. J'ai eu la chance d'avoir un ordinateur à l'âge de 4 ou 5 ans. Donc c'était vu que je suis plus si jeune, ça remonte quand même dans les premiers ordinateurs en 84. D'accord. Mon père avait déjà acheté un ordinateur. Et donc je bidouillais des trucs, j'ai toujours bidouillé des trucs en info. Et après j'ai fait une licence d'info et maîtrise d'info. Et après j'ai fait une 5e année où j'ai fait de la cryptographie. En fait, donc tout ce qui est code secret et carte bancaire, c'était rigolo et un petit peu de hacking. Et, tu faisais du hacking? T'as déjà essayé? Non, pas Ok. vraiment, mais en fait c'était, il y avait de la sécurité réseau en fait, des choses comme ça. J'ai jamais. Pas de piratage de la Maison Blanche, quoi. J'ai pas fait ça. Non. J'étais pas assez bon pour faire ça. D'accord. Et donc après, en fait, j'ai bossé un peu dans l'informatique, les trucs classiques de société de service, en fait. Et c'est pendant une de ces missions que j'ai rencontré Max. Ok. Voilà. Ça te faisait pas plus vibrer que ça quand t'étais... Quoi, Enfin, quand tu travaillais justement pour le crédit agricole, tout ça, c'était pas... C'était Tu te super voyais intéressant. Ouais, d'accord. C'était super intéressant, mais à un moment, tu te dis... c'est souvent ce que tu... T'as un peu tu te fais porter, en fait, par les premières années de boulot. Et à un moment, tu te dis, mais est-ce que je vais faire ça toute ma vie? Moi, c'était évident que c'était non, en fait. Mais j'avais pas forcément d'idée. Et finalement, ça a pris forme avec l'opportunité que Max, il partait et je suis parti avec lui, quoi. Ça avait l'air cool. On était vraiment, enfin, c'est de l'insouciance pure, hein, à dire, on se lance, on va faire un truc dans la photo. Premièrement, on connaissait pas grand-chose en photo. On connaissait rien en start-up. On faisait du web, on connaissait rien en web. Enfin, les mecs qui sont partis, c'est Les touristes. les vrais touristes. Mais du coup, est-ce que c'est pas... Et finalement, est-ce que c'est pas bien d'être touriste? Parce que, je sais pas, moi je me dis... tu vois, il y a des gens, par exemple, tu vois, ils sont très pragmatiques. Et c'est des gens qui ont vraiment les pieds sur terre, tu vois. Et si tu leur dis... Eux, ils arrivent très bien à se rendre compte de tout le travail qu'il y a à faire, tu vois. Et du coup, en sachant ça d'avance, parce qu'ils ont vraiment le côté pragmatique des choses, ils vont se dire non, je signe pas. Je peux pas, je me vois pas, enfin non, c'est pas. Et j'ai l'impression, parce que j'en vois des fois des gens qui sont très optimistes et qui ont dit oui, mais rien n'est un problème, quoi. Genre, lever 5 millions, mais oui. c'est pas grave. Mais effectivement, enfin, je pense que tu pars parce que tu as besoin de partir. En fait, à ce moment-là, tu as besoin de faire quelque chose. C'est une force soit qui te pousse, soit qui t'attire, selon du côté où tu te mets. Mais en fait, tu as besoin de le faire, tout simplement. Tu voulais tenter? J'avais besoin de le tenter. C'est différent. En fait, j'avais même pas. Enfin, c'était viscéral. En fait, j'avais besoin de faire un truc. En fait,
et de faire quelque chose où... Après, bien sûr, il y a des patterns. Quand tu reviens après, tu expliques les trucs. J'avais un conflit fort avec la hiérarchie. Il y a des patterns chez les entrepreneurs qui font que les fondateurs, ils ont quand même des patterns communs. En fait. Ils ont du mal avec les règles, ils ont du mal avec... Les horaires, peut-être. Ouais, tout ce qui est règles en général, avec l'ordre établi, il y a ce côté on va casser les codes, on va faire bouger les barrières, c'est comme ça qu'on innove en fait. Donc ouais, il y a ça en fait. Et je le retrouve chez pas mal de start-upers en fait. Ah, tu le vois avec tes collègues, avec tes confrères ou ça, Bien sûr. tu dis ouais. Bien sûr, c'est un peu le même. Des gens qui ont des convictions fortes sur des choses, des gens qui supportent pas en général l'injustice. Il y a des trucs. Il y a une sensibilité là-dessus quoi. Ouais. Ok. Et donc là, vous voilà tous les deux, genre vous vous lancez direct. Qu'est-ce que pourquoi la photo? Genre qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le contexte? Que là, tu me dis que c'est juste après Subprime. Déjà, question, t'étais là pendant la crise des subprimes aux US? Non, on était à Paris à ce moment-là. À Paris, d'accord. On était à Paris, ouais. Et toi, tu te dis, c'est parti, on va aux États-Unis quand c'est la. Bah moi, je me dis que de toute façon, c'est ce qui est intéressant dans les crises, et on le voit d'ailleurs en ce moment, c'est que les crises génèrent énormément d'opportunités. Alors, il y en a qui pensent que les crises, c'est dur, et c'est sûr, humainement, on le voit en ce moment, c'est dur, mais en même temps, pour des gens créatifs, c'est rempli d'opportunités. C'est impeccable, ouais. Et donc, c'est un terrain de jeu incroyable pour des fondateurs de boîtes. En ce moment, ça se voit d'ailleurs. Voilà. Tu vois que ça pop en ce moment? En ce moment, on voit qu'il y a des business historiques qui sont en train de s'effondrer ou être ébranlés. Et on voit des gens qui sont là depuis des dizaines d'années, qui sont en train de fermer. Et on voit des gens qui pop, comme tu dis, avec le côté numérique. Les frontières bougent en fait. Les utilisateurs bougent, les marchés bougent. Et donc c'est un terrain génial pour des gens qui bougent vite, en fait, des gens qui sont innovants, en fait. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment ça qui m'a choqué avec le confinement, c'est que je me dis, tout ce qui est le numérique, là, c'est vrai que là, j'ai l'impression qu'il y a eu des opportunités, il y en a toujours d'ailleurs, de malades, quoi, et que c'est vrai, je vois ce que tu veux dire quand que la crise aide là-dessus. Et donc du coup, tu t'es dit, vas-y, là c'est la mouise, c'est pas la mouise là-bas, mais c'est pas bon, c'est les opportunités. En fait, ça s'est créé. On a commencé à vouloir faire un uploader Flickr à l'époque. En gros, sur la photo, il y avait rien. Instagram. Je sais même pas si Instagram était né en 2009 quand on a commencé, en avril 2009, où ils étaient en train de le faire. Et donc il n'y avait rien en photo, il y avait un Flickr qui était vieux, il y avait Picasa, il y avait Facebook faisait rien en photo, il y avait une résolution toute pourrie. Facebook existait déjà? Facebook existait, ouais, depuis un petit moment, ouais. D'accord. C'est juste que j'ai pas la timeline en fait des réseaux sociaux en tête là, vu que c'est les plus... Facebook, je sais pas, j'aurais dit 2004, mais 2004. Là on est en 2009, donc ça fait un certain temps. Ouais, okay. J'aurais dit ça après, il faudrait vérifier. Ouais, la fourchette quoi. Et je disais quoi? Oui, il n'y avait rien en photo. Ah oui. Et donc on se dit on va faire des petits outils en fait pour aider les utilisateurs Flickr à charger leurs photos en ligne. On commence par ça. Et puis après on s'aperçoit qu'on peut faire un gestionnaire de photos. Et là, on va travailler aussi dans le partage de photos en fait. On a pas mal bossé là-dessus. Sur des outils web en fait. Donc on a commencé à avoir 1000 utilisateurs, 2000. Ça pendant plusieurs années. Enfin pendant je pense pratiquement 3 ans. Et au bout de 3 ans on avait plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs. Mais attends, ça c'était quoi? En gros, vous aidiez, c'était quoi le principe de ces applications? C'était partage tes photos avec des amis. Alors il y avait un... c'est Instagram. Mais effectivement, il y a des problèmes de partage de photos, tout montait sur des réseaux différents. Et donc on a intégré des photos d'Instagram, enfin c'était même pas encore Instagram encore, de Facebook, de Picasa, enfin de Google du coup. Ouais. Et on va te les faire partager autour d'un événement. Par exemple, tu crées un événement et c'est complètement... Enfin, Google Photos a complètement, je trouve, résolu ce problème maintenant. Mais à l'époque, c'était pas du tout évident de faire ça en fait. Donc tous tes amis, il fallait que tu les convainques viens sur Flickr, viens sur Facebook, parce que sinon tu pouvais pas partager tes photos. Ah d'accord. Et donc nous c'est un des problèmes qu'on résolvait à l'époque à travers une interface. De faire une plateforme commune où tu Exactement. pouvais... Une plateforme qui agrégeait les flux de toutes tes photos et tu pouvais les repartager avec d'autres potes et tout ça. Donc ça a eu un certain succès quand même d'avoir... Ça a eu un succès, maintenant je juge durement bien sûr, mais... on était en design, on était à la rue. Disons qu'à la rue et pas à la rue en fait, on créait des choses originales.
peut-être un peu trop original. C'est-à-dire On était 3 cofondateurs en fait. Il y avait Guilain en fait qui est tatoueur depuis en fait et qui est artiste en fait. Et donc on mélangeait des codes design avec des codes des illustrations fortes en fait. Et donc on se trouvait dans un univers en fait fait avec des bonhommes. On n'est pas du tout sur des trucs épurés et tout ça. Donc il y avait tout un univers qui était chouette en fait. Un peu geek peut-être ou... Non, c'était plutôt parce qu'on avait tout un univers autour de Pictarine. Donc tu avais le zeste. Donc Pictarine, c'est ce côté un peu acidulé aussi, fruité, ce vent frais qu'on voulait apporter à la photo en fait. Un peu la nectarine de la photo. Et donc là-dessus, on créait des zestes. Les événements, c'était des zestes. Il y avait une zest kitchen pour fabriquer les zestes. C'était frais, c'était chouette en fait, mais c'était pas voué à grossir en fait. En aucun, on n'a pas réussi. Pourquoi tu penses que tu n'as pas réussi? Parce que là, en fait, vous teniez quand même quelque chose de solide quand même. De solide. Vous avez identifié le bon problème à l'époque, du coup. On avait identifié oui, on aurait pu réussir, se faire racheter, je pense, ou sûrement se faire racheter. Je pense qu'il n'y avait pas d'autres voies avec ce type de produit. Pourquoi on a fêlé déjà, notre premier produit, on l'a sorti en 9 mois. C'est court, c'est trop long. C'est hyper long. Ah, c'est hyper long. 9 mois, ouais. En fait, aujourd'hui, pour te donner un ordre d'idée, en fait, ici, on sort un produit en 1 semaine maximum. D'accord. Donc, tu crées une nouvelle application en 1 semaine. Une nouvelle application. Aujourd'hui, on a un pôle innovation chez nous, c'est 1 semaine maximum. Wow. Ouais. Donc, 9 mois, autant te dire que avant que tu aies un premier utilisateur, et que tu as un premier retour. Bon, maintenant, il y a la ligne startup qui est passée là, il y a eu une évangélisation de tout milieu startup, comment créer des produits. La vitesse, c'est crucial, il faut aller à l'accroche-marché, il faut aller voir si ça marche ou pas. En 2009, il n'y avait rien de tout ça. En fait, en 2009, pour se rendre compte, en fait, là, il y avait un événement startup par semaine. C'était au Café LJ, je me rappelle, on se regroupait à une vingtaine, et un événement startup. Et après, il y a quelques gros événements comme le web ou des choses comme ça qui datent un peu maintenant. Mais alors que maintenant on voit, il y a 30 événements par soir en fait en ce moment. Il y a des gens comme il y a des incubateurs, le camping, il y a le The Family qui est passé par là. Il y a plein de choses en fait. Maintenant il y a tout est dit. Si tu veux apprendre à monter un produit, tu vas sur YouTube. Toute la connaissance est là. À l'époque il y avait rien en fait. D'accord. Voilà. Ok. Et t'avais pas trouvé du coup la formule magique à temps quoi. En fait, le process à temps. En tout cas, en fait, nous on l'a appris dans le dur, en fait, par l'expérience. Ce qui fait que c'est bien gravé là, et on a optimisé plein de trucs, mais on a appris à un coût élevé en fait en termes de temps et d'effort. À quel moment tu te dis j'arrête? Parce que pour l'instant il y a un relatif succès quand même. Tu te dis donc tu m'as dit 1 2 milliers d'utilisateurs. C'est quand même un bon début, mais en fait, tu bosses 3 ans et t'as quoi? T'as 20 000, 30 000 utilisateurs par mois. Et c'est passé pour vivre? T'as pas de modèle de monétisation, ça fait 3 ans que tu te payes pas. T'as un petit peu raté ta vie en tant qu'entrepreneur si tu fais ça. Et donc au bout de 3 mois, et donc on est 3 ans, en fait on essaie de lever des fonds. C'est à un moment où on a intégré l'accélérateur Nouma aussi à Paris, en fait, qui a été un accélérateur de start-up, ça s'appelait Le Camping à l'époque. Donc là, tu es déjà rentré des US? En fait, on n'est pas encore allé aux US. Ah, pas encore. Donc on est en 2009, on va dire on est en 2011. Là, on intègre un accélérateur. En France? En France. On essaie de lever des fonds en France, on n'y arrive pas. On nous dit, en dessous de 100 000 utilisateurs, on ne parle pas avec vous, en gros, même pas. On vous snob carrément? Complètement. En plus, le consumer, faire de la photo, c'est hyper dur à monétiser. Okay. Le B2C, c'est hyper dur pour lever aussi, parce qu'on sait très bien que la distribution est clé et que c'est hyper chaud. Quand tu fais du B2B, c'est un peu moins dur, en tout cas aux yeux des investos. D'accord. Je ne vais pas rentrer dans le débat après. Oui. Et bref, je me rends compte vite fait qu'en rencontrant un ou 2 investos, ça ne va pas le faire. Et je me dis, l'herbe est plus verte ailleurs, on va aller aux US. Donc je postule à tous les accélérateurs possibles aux US. Et avec Techstars Chicago, ça marche. Donc on s'envole en 2 mois là-bas. On plie bagage et on va là-bas. Et on est resté 1 an et demi là-bas à vivre. Incroyable. Ok, d'accord. C'est quoi le processus de sélection là est-ce que ça... Le processus de sélection pour Techstars? Ouais, il regarde ton business plan, il se dit ok, vas-y, go. Non, en fait, tu remplis un dossier, ils prennent 1000 personnes en entrée, ils en sortent 10 à la sortie. C'est select? C'est plus select que les trucs les plus select que les écoles, et voilà, ils en prennent. Je pense qu'en moyenne, ils en prennent autour de 2%, c'est un truc comme ça.
Donc, tu te remplis un dossier, hein, comme tout le monde. Ouais. Tu te fais une petite vidéo, tu te Salut, présentes, tu je suis fais ton petit motivé. pitch. Voilà, j'ai trop envie de venir. Et puis après, tu fais un premier call avec eux. Voilà, c'est comme un process de recrutement, en fait. Deuxième call, et puis troisième call. Je crois que c'était bon. Troisième call, ils nous ont appelés et on était pris. Et on a su aller faire nos bagages pour se casser. Donc il y a un côté humain quand même qui a joué quoi. Quand même. Ah, c'est complètement un fit humain. Hein. Ouais. De toute façon, c'est un peu quand tu investis dans des boîtes ou quand tu te mets en association avec quelqu'un. Quand tu rejoins une boîte, idéalement, tu rejoins un projet et une équipe, en fait. Et, Ouais. ouais. D'accord. Et donc du coup, ça se passe. Alors c'est quoi Enfin, t'as senti une différence du coup de mentalité entre. Ah ben moi je suis Parce que j'ai l'impression que c'est la mecque en fait là-bas des startups quoi. Alors j'allais à Chicago, ce qui est marrant c'est que j'allais pas à SF, donc la Silicon Valley, tout ce qu'on voit comme culture c'est plutôt la Silicon Valley. Chicago c'est plus terre à terre, c'est plus sur le business. On n'est pas en train, ils créent pas des Facebook en général là-bas, ils créent des Groupon par exemple. Groupon est originaire de Chicago. Intrinsèquement, c'est quoi la différence? La différence c'est que y en a qui sont plus B2B thunes et les autres qui sont B2C. On lève beaucoup et on monétise quand on a de l'audience. Quand on rentre avant de rentrer un IPO. Voilà. Ouais. D'accord. Donc la différence en fait c'est que ici en France j'étais une merde. Hein. Dans les yeux de tout le monde c'était bon. Quand est-ce que tu trouves un vrai travail? Ça faisait quand même 3 ans qu'on se payait pas. Alors que j'ai gagné quand même plutôt bien ma vie avant. C'est des remarques comme ça constamment. De la part de qui? De tout le monde en fait. Les copains au début ils sont super sympas, hein, mais tu vois bien dans leurs yeux, ça fait. Ils te demandent à chaque fois que tu les vois, bon ça va comment, alors ça décolle. Et toi tu te prends des bûches sur bûches, t'en as marre de dire ouais on a vachement avancé depuis la dernière fois. On a gagné, effectivement, on a gagné un peu d'utilisateurs, mais on n'a toujours pas gagné de thunes en fait, et on galère en fait. Et donc côté américain, tu pars là-bas, mais t'es un héros. À l'époque, en tout cas, c'était vraiment ça, quoi. Je pense qu'en France, maintenant, c'est beaucoup plus ça, maintenant que ça a été évangélisé. L'entrepreneuriat, c'est chouette et ça fait bouger les murs. Mais en 2012, t'étais un paria en fait de la société. Hein. Et en tout cas, moi, j'ai vécu comme ça. Et là-bas, mais c'était waouh quoi. Ah, carrément le wow effect. Ah, t'as le wow effect et n'importe qui te dit, enfin, c'est pas une connerie en fait quand on dit les Américains, ils ont le business et l'entrepreneuriat dans le sang en fait. Ça se voit en fait. Ça se ressent dans les gens. On m'a dit que, et puis, quand avec les voyages que j'ai fait là-bas, j'avais remarqué ça, qu'ils sont très bons pour se vendre eux-mêmes, tu vois, genre, ils sont très 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 bons communicants. La façon de se vendre et non mais c'est sûr que niveau personal branding ce sont des pitchers nés, ils pitchent constamment eux. Donc moi nous on a appris le pitch là-bas, c'est sûr que quand tu reviens en France tu sais pitcher en fait et ça aide beaucoup en fait. Genre de quoi ça consiste en quoi? C'est-à-dire que tu racontes ton histoire, présenter les choses de la bonne façon. C'est le fameux storytelling en ouais, fait. d'accord. C'est Donc ils connaissaient déjà. On est en train de pitcher à une personne, on n'est pas en train de pitcher une solution. Et ça c'est l'empathie, se mettre à la place de la personne. On est en train de vendre des émotions, des sentiments et pas de la tech. Et ça, je pense qu'en France on a encore du boulot là-dessus. Ah, tu trouves que c'est pas encore Bien sûr. Ouais. C'est bien, c'est qu'il y a plein de. Mais ouais, moi j'ai trouvé ça super chouette. Enfin, quand je suis rentré en France, j'ai pu ramener des choses. Ouais. Et là, on te prenait plus pour un loser, quoi. En fait, c'est sûr que je suis revenu. Tu reviens avec. On avait réussi et on gagnait de l'argent, on pouvait se payer. Du coup, on pouvait on nous écoutait un peu plus. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui se passe pendant ces 2 ans aux États-Unis? Enfin, genre, parce que là, tout à l'heure, tu m'as dit, t'es arrivé le deuxième jour, tu parles. Tu parles tu pitches les investisseurs. Ouais. D'ailleurs, alors du coup, moi je suis complètement extérieur à tout ça. Ça se passe comment? Est-ce que c'est un peu une espèce de marché et tout le monde va, je sais pas, c'est une espèce de speed dating et tu vas avoir tous investisseurs, ou c'est en mode casual, des contrats dans un café en fait, le programme, je vais te parler du programme Techstar parce que nous on a rejoint là-bas et on a rejoint un endroit. D'ailleurs, c'était fou parce que c'était un endroit immense en fait. C'était un ancien lieu qui commençait juste à créer cet endroit pour les startups et on était 25 là-dedans quand on est arrivé. Maintenant, je sais qu'ils sont plus de 1000 ou 1500 startups dans le même endroit. Donc dans le même bâtiment. Ouais. Donc nous, on l'a vu grossir. On vivait là-bas parce que voilà, il y avait des frigos à bière. On pouvait prendre des bières. On bossait jusqu'à je sais pas quelle heure. On faisait du ping-pong là-bas. Enfin bref. Et donc ta question, c'était quoi déjà? Pardon. Ma question c'était comment ça se passe quand pour aller chercher les investisseurs, surtout que du coup c'est la première fois que tu faisais ça, t'étais pas encore. J'avais fait déjà un peu des formations pitch à Paris en fait, mais là c'est juste
quand tu rentres dans le programme, ils te disent bon, bah, demain, non, c'était même pas ça, c'est j'arrive à 11h le matin, on me dit bon, à 16h, il y a 60 investos qui viennent, bah, t'as 2 minutes pour parler et présenter devant tout le monde. Donc voilà, avec mon accent français pourri, je peux te dire que c'était. Tu fais des slides rapides, tu fais ton truc et tu te lances dans le grand bain. Après, bah, tu passes, et après les gens viennent te voir pour discuter. Et voilà. Et comment ça a été des réussites ce jour-là ou tu Ça a t'en été. souviens Je me rappelle que ça a été. C'est des fois dans ta vie où tu sais, tu sors vraiment de ta sphère de confort et puis bah, du coup la prochaine fois c'est moins dur en fait. Ouais. Et ça a été correct, ouais, ça a été correct. Et puis il y avait ce côté-là où on a. Ouais, je parlais pas bien anglais, mais je parlais français. Et quand t'es français là-bas, t'es quand même. T'es pas vu comme un dieu du business, mais t'es vu comme un dieu du bon goût. Mais c'est fou ça. J'étais habillé en plus à l'époque avec des chemises à fleurs pas possible. C'est le mec, il y avait ce côté fashion, il y avait ce côté quand je prenais un verre de vin, toute la salle s'arrêtait en fait. Enfin, il y avait ce truc là où t'es le Frenchie en fait. Donc Paris, Tour Eiffel, croissant. C'est incroyable. Donc t'as un peu ce côté sexy. T'es super sexy là-bas. Parce que t'es français, il n'y a pas d'autre quand t'es. Il n'y a pas d'argument derrière. Quoi. Je sais qu'il y a certains British qui font cet effet-là, mecs British aux filles américaines, accent, mais globalement, ouais, non, le French is sexy. Et ça t'a aidé ça ? Ouais, ça m'a aidé, ouais. D'accord. Ça m'a aidé. Ah, c'est excellent. Et mais je me rappelle, ma mère, une fois, elle est arrivée. Quand tu me dis ça, je me rappelle qu'une fois, elle était allée à un concert et elle avait réussi à avoir l'autographe d'un des chanteurs. Et à l'époque, elle avait un stylo plume, comme ça, pour qu'elle signe. Et le mec lui a dit, mais putain, vous les Français, vous êtes si raffinés, alors que tout le monde signe au bic, tu vois. Et c'est trop drôle, c'est vrai que ça leur colle à la tête. Et je sais pas à quoi c'est dû, mais franchement, merci, parce que c'est toujours mieux que... ça aurait pu être largement pire, quoi. Et ok, et donc du coup, là, à l'époque, c'était toujours la même idée de plateforme pour récupérer les flux de photos. Est-ce que vous aviez pivoté plusieurs fois ? Ouais, on avait pivoté 3 fois à peu près sur ce produit-là web, mais après là, on est arrivé aux US, il s'est passé plusieurs choses en fait. Premièrement, on a vraiment appris à se professionnaliser au niveau entrepreneuriat. T'as vraiment par exemple, je te détaille le programme. Il y a 3 mois. Le premier mois, tu fais 60 one-on-one avec des gens. Enfin, tu rencontres 60 personnes. Donc sur un mois, c'est bien chargé. Donc des gens brillants, genre des VP de Groupon, des investos, voilà. Et ils te font du feedback sur ton pitch, sur ton produit, c'est plus ou moins utile. Deuxième mois, ils appellent ça le MBA entrepreneurial. Donc tu as que des cours. Tu as des cours sur comment... à l'époque, c'était social media, par exemple, mais ça peut être aussi mettre en place un plan de stock option, lever de l'argent, les clauses que tu dois tu dois faire gaffe à quelle clause quand tu lèves de l'argent, comment créer un produit, de l'UX, du design. Et le troisième mois, c'est le mois du pitch, donc tu apprends à pitcher. Parce qu'à la fin du mois, on allait dans une salle de concert qui s'appelle House of Blues là-bas, et tu pitches devant 500 investisseurs je suis allé là-bas. Des US. Et donc tu es sur une scène monstrueuse, c'est le pitch américain. Et tu as 28 jours pour te préparer, mois d'août, je me rappelle. Et donc tous les jours, tu fais pratiquement que ça, bosser ton pitch. Enfin, moi, en tant que CEO, je faisais ça. Et tu passes tous les jours, samedi, dimanche compris, devant le jury qui est pour te faire des feedbacks et t'améliorer, créer ton storytelling. Mais t'as fait ta boîte à côté ou pas ? Ou c'est pas le but là ? En fait, c'est pour ça que c'est bien d'avoir un cofondateur, d'être plusieurs en fait. Et Max, il gérait toute la partie produit. Et moi, je faisais le biz et il fallait lever de l'argent parce qu'on n'avait pas un rond, en fait. Voilà. Waouh. C'est ok. C'est vachement... Putain, du coup, là, j'ai pas une question qui me vient à l'esprit, mais est-ce que tu... Moi, je me faisais une réflexion la dernière fois quand je bossais sur le podcast, là. Je me posais la question, je me disais, est-ce que c'est qu'une affaire de nombre d'heures ? Est-ce que c'est juste mathématique, tu penses Tu penses aux 10 000 heures ou des trucs comme ça. Voilà, exactement. Est-ce que c'est une histoire juste de, plus tu vas y mettre d'heures et plus, entre guillemets, ton levier va commencer à s'alourdir, quoi, et tu vas pouvoir soulever plus de montagnes, ou est-ce qu'il y a autre chose, c'est sûr que si tu mets plus d'heures, tu auras plus de chances que si tu mets moins d'heures. Je pense que c'est un métier où si tu es feignant, ça marchera jamais. Jamais. J'y crois pas une seconde. D'accord. Mais ça suffit pas, en fait. Pour moi, il faut faire ce qu'on aime et en général, on a tendance à aimer ce dans quoi on est bon, en fait. Et en tout cas, il y a des relations fortes entre ça et ça.
Et moi, par exemple, le code. Par exemple, je sais coder, j'ai appris à coder, j'aimais ça, mais c'est pas là où je suis meilleur, en fait. Et à un moment, Max, mon cofondateur, il m'a dit, mec, arrête de coder, en fait. Je passe plus de temps à configurer ton environnement et à débugger ton code, parce qu'en fait, je faisais pas ça assez, en fait. Et ça rejoint un peu ce que tu dis, je faisais ça à 1/5 de mon temps. Pour dépanner. Et pour faire avancer le produit. Et à un moment, ça a servi, à un moment, ça servait plus, parce que j'avais trop de trucs à faire, marketing, aller discuter avec d'autres mecs, et voilà, enfin, du networking. Et donc, ouais, je pense que pour réussir, faut être déjà pas smart, je pense, smart. Pas forcément intelligent, mais plus que ça, en fait. C'est-à-dire, faut être malin. Si t'es pas malin, si tu t'es pas un peu un esprit hacker. Qu'est-ce que t'appelles ce côté malin? Un côté malin, c'est justement être capable de de pas prendre les règles pour argent comptant, en tout cas. Ouais. Je parle pas d'illégalité, je parle il y a des règles qu'on peut bouger, il y a des règles qu'on peut pas bouger, en fait. Et si il y a un ordre établi dans la société, on prend un exemple, par exemple Uber. Est-ce que si Uber avait dû attendre que les taxis leur donnent leur autorisation, est-ce qu'ils auraient réussi? J'y crois pas une seconde, en fait. Et on prend Airbnb et les hôtels, c'est pareil, en fait. T'es là pour casser des codes dans ce métier, t'es là pour... tu vas aller prendre des parts de marché à quelqu'un. Si t'as pas un côté un peu... c'est pas filou, mais en tout cas, t'as un côté joueur d'échecs, t'as un côté prendre des raccourcis et tourner des situations à ton avantage, alors que t'es pas du tout en position d'avantage. C'est comme David et Goliath, hein, t'es un petit trotte, et pourtant, t'arrives à retourner les situations. Et c'est là où il faut être malin, en fait. D'accord, ok. Donc il y a le côté malin. Tu me demandais les qualités, c'est ça Oui, est-ce que c'est une question juste de balancer les heures, d'enchaîner les heures, quoi? Parce que là, c'est ce que tu vois, les mecs, c'est ce qu'ils t'ont fait faire, quoi. Genre, ils t'ont dit, bah voilà, maintenant, pendant une semaine, tu vas faire que ça. Ouais. Et alors, du coup, j'ai l'impression de comprendre, c'est que au début, t'es obligé de mettre les heures, quoi. Et qu'il y a un moment, peut-être que c'est une question de priorité, peut-être que... En fait, pour refaire un bon pitch dans cet exercice-là, il fallait être brillant déjà, naturellement être bon sur scène. Je pense que c'est important, et ce que j'étais parce que je l'avais appris, en fait, et que naturellement j'ai toujours aimé être sur scène aussi. C'est un truc, à un moment j'avais un groupe de rock, voilà, j'aime ça, en fait, être sur scène. Deuxièmement, fallait créer une histoire qui colle, enfin ils appellent ça en fait il y a un bouquin qui s'appelle comme ça, je vous recommande de lire d'ailleurs à tout le monde, c'est des idées qui collent. Oui, je l'ai lu. Ouais. Mettre to stick. Génial. Moi, j'ai basé... si vous voulez apprendre à pitcher, lisez ça et voilà. Et après, pratiquez. Et ça suffit, en fait. Et ouais, il y a du taf. En fait, tu connais en plus, quand c'est pas dans ta langue natale, mais t'es obligé de connaître tout par cœur. Tu t'entraînes. Enfin, moi, je me suis entraîné sur des trucs. Je me suis entraîné à la diction de mots avec quelqu'un, en fait, qui me reprenait sur les mots en anglais pour que ce soit bien compréhensible. Je me faisais interrompre... quelqu'un m'interrompait à n'importe quel moment et je devais repartir au même moment sur le même ton, sur la même lancée. Voilà, c'est prévoir l'imprévisible, en fait. Bien sûr, tu peux pas tout prévoir. Et à un moment, je me rappelle sur scène, j'ai failli me planter et c'est là où je passais pas les slides, c'était Max qui passait les slides et il a passé le slide suivant et ça m'a permis de switcher automatiquement à la suite. D'accord. Et on s'était assez entraîné, il savait que j'étais en galère, mais personne l'a vu, en fait. Et donc en lançant le slide suivant, il m'a permis d'enchaîner. Et c'est extrêmement prêt, en fait. On voit Steve Jobs, par exemple, mais il passait des jours entiers à préparer ses keynotes. Faut pas croire que s'ils arrivaient sur scène et ils faisaient le malin. Non, c'est extrêmement préparé, tous ces trucs-là. Ok. Donc il y a beaucoup de taf. Ouais. D'accord. La préparation, c'est clé. La préparation, c'est clé. Imagine-toi aller à un rendez-vous non préparé et préparé. Tu préfères quelle version, en fait voilà. Je pense qu'il y a le côté... Je pense qu'effectivement, c'est plus confort de venir préparer. Et en même temps, je me dis que... Alors, peut-être pas pour tout, effectivement. Si tu fais un événement, t'es foutu. Mais peut-être que... Je crois un peu aussi le côté... Alors, le flow, tu sais, de te dire que quand t'es au pied du mur, j'ai l'impression que c'est aussi à des moments là, comme ça où tu vas... développer, bon après c'est peut-être des débats qui sont sans fin, tu vois, mais je me dis qu'il y a peut-être un équilibre où je sais pas, tu vois, bien sûr que plus ça va, plus je vais préparer, mais que quand t'es au pied du mur et qu'il faut... t'es dans la merde, en fait, tu vois, et là c'est maintenant, quoi, il faut y aller, et
Des fois, Non, c'est trop tard. Mais ça, c'est l'instinct de survie. Et nous, on était dans cette situation et clairement, ça aide. Après, l'idéal, moi, je trouve, c'est d'arriver préparé, ultra préparé, et en même temps, laisser des zones où tu peux t'exprimer au niveau créativité. Parce que c'est aussi ça le but, c'est quand tu le sens bien, tu es capable du flow dont tu parles, en fait. Et c'est arriver à mélanger ce côté non spontané et spontané. C'est là où on arrive au meilleur discours, hein, tu vois, des politiques ou des choses comme ça. Ils sont préparés, ils ont un cadre, mais ils sont capables de digresser facilement selon comment se passe l'intervention, en fait. Ce qu'ils maîtrisent. Exactement. Et donc du coup, ça a duré 2 ans. Au bout de 2 ans, est-ce que ça a commencé à décoller un peu ou... Alors, tu as finalement réussi à trouver une levée de fonds? Alors non, on n'a pas... Alors donc on avait levé un petit peu d'argent quand même en rejoignant le programme Techstar, mais c'était 75 000, je crois, dollars. On a cramé ça en 1 an à peu près. Et après, on a essayé de lever, en fait, ouais. Là, je fais ce qu'ils appellent le roadshow. Je vais voir plein d'investisseurs. Je leur fais des petits pitchs et tout. Dans tous les US ou Non, juste à Chicago, en fait. Et tu dois trouver ton lead investisseur, c'est-à-dire le premier qui va mettre le ticket, qui va mettre des sous dans ta boîte. Et après, en général, ça débloque les autres, en fait. Parce que lui, une fois qu'il a investi, il va appeler ses potes. Il dit, viens. C'est un peu ça. Il faut le premier, en fait. Et on finit par avoir un mec qui est prêt à nous mettre de l'argent, en fait. Et c'est un moment où le produit marchait. En fait, on avait fait une super traction, ça marchait bien. On avait plus de 100 000 téléchargements. On était passé sur mobile à l'époque. Et on ne voit pas comment on va arriver au prochain million, en fait. Et on avait un problème. On se dit, mais notre produit, il a un problème. Il est pas assez bon, en fait. Il est pas assez. Ça va pas le faire. On va lever de l'argent, on va tout cramer, on va encore s'épuiser. Ça faisait quand même pratiquement 4 ans là, qu'on t'a fait dessus. Vous faisiez quoi, du coup? Le produit, ce qu'il faisait. Ouais. Le produit, c'était un feed, un peu comme ton feed Facebook, mais ça agrégait tes photos, et uniquement les photos de Facebook, Instagram, Twitter, tous tes réseaux sociaux. Tu n'avais que tous tes réseaux sociaux, tu voyais toutes les photos de tes potes ou de tes contacts en un seul feed le matin. Et tu pouvais scroller ça, et c'était plutôt sympa. Okay. Et ça, on monétisait pas en fait à l'époque. Voilà, on a essayé, mais on n'a pas réussi. Et c'est après, en fait, on s'est dit, ouais, on va refuser le chèque de l'investisseur, on va pas le prendre. Il y avait 50 000 $, il allait faire venir des potes et tout. On a dit non, on le prend pas parce que on le sentait pas en fait. On s'est dit on va repartir sur le même truc et ça sert à rien en fait. On va encore se cramer et on va foutre cet argent en l'air en fait. Et éthiquement, on peut pas le prendre en fait. Ça a été un peu ça. C'était une discussion qui a été... on en a discuté comme une soirée avec Max, mais on est tombé d'accord pour ne pas prendre cet argent. Et on a décidé du coup de se mettre vraiment au pied du mur, comme tu parlais tout à l'heure. Et on s'est mis à lancer des produits en une journée. Chaque journée, on lançait des nouveaux produits en fait. Okay. Et rapidement, Max a dit je vais tenter juste un flot d'impression photo pure. On avait déjà la fonctionnalité dans l'application, tu pouvais imprimer les photos de tes amis, mais c'était caché dans un menu. Et là, on s'est dit, on fait un rebranding de l'app, on l'appelle Photoprint. Moi, j'ai fait la partie SEO sur les stores d'applications, là, parce que j'avais pas mal appris là-dessus. Donc Photoprint imprime chez Walgreens, qui était notre partenaire et qui on avait quand même signé. Donc à l'époque, vous l'aviez? On l'avait déjà, en fait, tout était intégré, mais on a juste changé les écrans de place et on a dit, tu peux imprimer tes photos et pas les photos de tes amis. Et là, on a fait $70 de chiffre d'affaires le premier jour, en fait, quand on a lancé ça. Mais alors, ça c'était du coup... J'ai l'impression de sentir là la soirée chez un pote avec une bière à la main. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Et après, genre, tiens, si on... En fait, D'où c'est venu cette idée de faire une appli par jour? C'est un challenge que vous êtes lancé? En fait, on s'est dit, mais faut qu'on trouve une proposition de valeur qui marche et qui monétise. Donc, on va faire que des produits qui vont monétiser, en fait. Et on s'est dit, je crois que le premier, c'était, on voulait faire un truc Facebook. Je sais plus ce que c'était, un truc sur Facebook, en fait. Donc, en une journée, on fait une vraie fausse application, un peu un mock-up et tout. Et on voit si les gens téléchargent ou pas. Wow. Et là, on se dit, il faut qu'on trouve un truc, sinon on va crever. En fait, on avait 10 000 $, de dette. C'était Donc, tu étais au pied du mur, là? On était au fin fond du pied du mur. Là, c'était l'enfer. Là, c'était l'enfer. C'est à responsabilité limitée? C'est-à-dire, si vous crachez, qu'est-ce qui se passe? Vous vendez vos meubles? vous avez des dettes? Non, il n'y a pas de dette. On avait déjà... Moi, j'étais déjà endetté. Enfin, pas endetté, mais je m'étais ruiné personnellement. J'ai tout mis dans la boîte, déjà. Okay. On était... Perso, on avait plus rien. Hein. Et c'est le moment, en plus, où
où j'attendais mon fils. Super. Et donc, enfin voilà, et j'apprends que c'est 25 000 dollars l'accouchement, sachant qu'on n'avait pas d'assurance santé. Donc, bon, bref, il y a eu ce moment-là où, 2 mois après avoir lancé ça, moi, je suis rentré en France, en fait, parce que, enfin, voilà, il y a eu, on était sur la paille, en fait. Bref, mais pour revenir à cette application, en fait, on fait 70 dollars, sachant que dans les 6 derniers mois, on avait cette option d'imprimer des photos et on avait fait 70 dollars en 6 mois. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'attraction, en fait, c'est que tout d'un coup, les courbes, elles s'envolent vers le haut et on fait 70 dollars, on se dit, disons, c'est quand même pas mal. Hein. Et le premier mois où on lance ça, on fait 7 000 dollars de chiffre d'affaires. Le premier mois ? Le premier mois. On a lancé, je crois, le 7 octobre. Le 31 octobre, on avait fait 7 000 dollars de chiffre. Donc vous avez présenté aux utilisateurs que vous aviez déjà, vous leur avez dit, tenez, une nouvelle fonction. Non, même pas. On a lancé une nouvelle app et on a fait venir des gens, parce que ça, on savait le faire, en fait. Et à l'époque, tu pouvais encore faire pas mal de trucs sur les stores d'applications, Google Play. Et on fait venir des nouveaux clients qui ont envie d'imprimer des photos. Et tout d'un coup, ça marche bien, quoi, en fait. Et logistiquement, ça se passe comment ? C'est Walgreen, du coup, a des imprimantes ? Ouais. Alors nous, en fait, on est une boîte de soft, donc on a fait, en gros, on s'est connecté à leur système informatique et eux, ils impriment des photos parce qu'ils ont une imprimante par magasin, en fait. Okay. Et nous, ce qu'on vend comme proposition de valeur, en fait, c'est de l'impression instantanée. C'est-à-dire que tu commandes tes photos et en 20 minutes, elles sont imprimées en bas de chez toi. Tu vas les chercher. D'accord, ok, super ça donc ça a vraiment bien cartonné, quoi. Ça a cartonné, on a vu les chiffres qui montaient et voilà, et ça a commencé comme ça. Donc là, les caisses seront floues, mais du coup, t'es rentré en France, du coup ? Moi, je rentre en France. Max, lui, part à San Francisco essayer de coder avec des copier-coller une application iOS pour reproduire ça sur iPhone, parce que c'était sur Android. Et lui, il part faire un tour de 9 mois en Asie en mode digital nomade. Mm-hmm. C'est un moment où moi, j'étais clairement burn-out. Hein. Ça faisait 4 ans et demi, là. Ouais, je pense que ça faisait 4 ans et demi, ça... C'était... Ouais, j'en pouvais plus, en fait, tout simplement, en fait. 4 ans et demi à porter ça, personnellement, professionnellement, c'était hyper dur. Donc là, t'as 35 ans Là, j'ai 34, je pense, un truc comme ça. Okay. Ouais, 34, à peu près 33, 34, 33, ouais. Donc t'es au bout du Rolls, et puis t'as le gamin qui arrive, et... Voilà, je rentre en France, et je me dis, je n'avais pas envie de retourner à Paris. Et je me dis, Toulouse, ça a l'air cool, il y a des startups. Il y avait un camping, qui est maintenant, il s'appelle le Connected Camp, je pense, à l'IoT, allez. Et donc, c'était un peu la famille, puisque j'avais déjà fait le camping à Paris. Donc, je vais aller les voir. Et puis, j'avais un pote qui m'a hébergé pendant 2 mois, trop sympa. Guillaume. Guillaume Valado ? Guillaume Valado, ouais. Excellent. Vortex, génial. Et donc, ça a été chouette, en fait. Ça m'a permis de toucher aussi mon premier salaire. Je crois que j'ai touché une fois que j'ai atterri ici, en fait, avec l'argent qu'on arrivait à faire. Donc, voilà. Énorme. Et parce que toi, ta famille, elle t'avait suivi aux États-Unis ou du coup Ouais, mon ex-femme m'avait suivi en fait. D'accord. Et donc on est rentrés en France tous les deux. D'accord. Ouais, ok. Voilà. Et donc du coup, quand t'es à Toulouse, ton pote il est encore en Asie du coup à voyager. Ouais. Et en gros, qu'est-ce qui se passe ? En fait, je sais pas si t'as lu le bouquin 4 heures par semaine. Ouais, je l'ai pas lu. J'entends beaucoup. C'est très mitigé, j'ai l'impression. Ouais, il y a du bullshit, mais je trouve que ça force à réfléchir aussi et c'est intéressant des bouquins comme ça. Et comment tu l'as senti toi ? Et nous en fait on bossait à peu près 4 heures par semaine sur notre application à l'époque. Donc on continuait de faire des mises à jour, de rajouter pas trop de fonctionnalités en fait, juste on améliorait un peu l'expérience au niveau produit et au niveau marketing pareil, on améliorait le SEO et la thune est rentrée quoi. Ah ouais ? Et ouais. Et c'est ça qui est bien en fait et au bout d'un an par mois, on arrivait à faire pratiquement 80 000 dollars de chiffre d'affaires. En bossant 4 heures par semaine. Voilà. Mais j'ai l'impression que ça, c'est possible que si tu travailles comme un chien avant, quoi. Genre, c'est une question de j'ai l'impression que c'est une question de... de transformation, de conversion, quoi. En fait, nous, on avait toute notre vie d'entrepreneur, on a attendu le moment où une accroche marché allait arriver, en fait. Quand on l'a chopé, cette accroche marché, on savait quand même quoi faire en fait. On savait améliorer un produit, améliorer les performances d'un produit. Au niveau marketing, on savait quoi faire, distribution. Donc, on avait un peu bossé effectivement pendant 5 ans pour ce moment-là. Donc, forcément, on a su scaler le truc, quoi. On a réussi à passer de 0 à 1, en gros. Et là, on n'est pas passé de 1 à l'infini parce qu'on est sur ce chemin-là en ce moment, mais on est passé de 1 à 100 assez facilement en fait.
Excellent. Mais du coup, ça tombait pile poil. T'as eu le temps de te reposer, t'as eu le temps de te... C'est un moment où moi, pendant un an, j'ai pris la direction du camping. Donc j'ai fait deux saisons d'entrepreneur en tant qu'entrepreneur en résidence en fait. donc t'es vraiment hyper actif en fait, parce que t'avais ce truc-là qui, au bout de 5 ans, qui arrivait enfin à fonctionner. Ouais, et mais tu l'utilisais, si je résume, en Ouais. gros, tu l'alimentais de temps en temps, quoi, quelques fois par semaine. Ouais. Et après, entre-temps, toi, t'avais carrément un job. Ouais, mais après c'était assez cool. Hein. Enfin, la première saison était cool, la deuxième moins cool, mais justement j'avais besoin effectivement, j'ai besoin de faire des trucs où il y a du challenge. Ouais. Et ça c'était chouette parce que c'était aider 10 entrepreneurs à lancer leur startup en fait. Et c'est là où j'ai ramené le pitch à l'américaine à Toulouse aussi. On a créé les premiers démodés, ça n'existait pas avant. C'est quoi les démodés? Démodé, c'est un pitch devant des investisseurs ou devant une communauté en fait, où tu vas faire ton pitch en fait, tu présentes ta startup devant tout le monde. Maintenant on voit ça partout en fait. Mais à l'époque, c'était en 2014 je crois, ouais, quand je suis rentré, ça n'existait pas à Toulouse. Ou alors en tout cas, je l'avais pas croisé. Et donc on a mis ça en place à l'IoT Valley. On a fait la grande messe du démodé en fait, où c'est arriver avec du storytelling, arriver avec des choses qui à Toulouse, c'est plutôt une ville quand même B2B slash industriel. Voilà, l'aéronautique et tout, on n'est pas sur du pitch à l'américaine à la base. D'accord. Ok. Et donc ça, ok. Et après, à quel moment t'as voulu... Parce que ça doit être tentant, non? Je me dis, genre, t'as un truc, elle te ramène 100 000 balles par an, tu vois? Ouais. Et à un moment donné, c'est pas... Par mois. Hein. Ah, par mois? Par mois. Mais il y a un moment donné, et vous êtes que deux? Ouais. Incroyable. C'était un petit peu moins quand même, 100 000, voilà, c'était, mais ouais, 70, 80 000. Ouais. Mais tu cèdes à un moment, comment tu fais pour pas craquer? Je sais pas, moi je vois tout, je dis, t'as forcément envie de le... Mais t'as deux à un moment options. donné, toi tu le développes, soit tu T'as laisses mourir. Exact, enfin non, soit tu te gaves, tu te dis, on coupe en deux, en fait, Ouais. on est deux, voilà, toi tu prends la moitié, moi je prends la moitié, des 70 000 avec les impôts, ça fera un bon salaire, je pense, Ouais. t'enlèves les impôts, mais même en enlevant les impôts, ça devrait aller. Hein. Ou alors tu dis, putain, en ce moment, ça fait 5 ans qu'on l'a attendu. Qu'est-ce qu'il y a après en fait? Il y a quoi après la colline? Comment on scale vraiment un produit? Comment on monte une équipe? Voilà, ça on savait pas faire. On a toujours été que 2 ou 3 de temps en temps. Donc ouais, on n'a jamais fait ça pour l'argent en fait. On fait pas ce métier-là pour l'argent. Et ouais, j'aurais pu me gaver et peut-être récupérer 1 million, j'en sais rien avec ce truc, mais c'est pas le spirit en fait. L'idée c'est c'est d'aller changer les choses en fait, et donc expérimenter des trucs et apprendre. Et donc là on avait une opportunité énorme d'apprendre plein de trucs, et donc avec Max on s'est dit bon allez on y va, et c'est là où Max est venu s'installer à Toulouse en fait, lui qui était en Asie, et voilà. Et j'ai demandé du coup, qu'est-ce qui te drive du coup, toi? Est-ce que c'est juste le plaisir d'apprendre en faisant, Ouais. avoir une expérience, ou c'est autre chose? Ce qui me drive, c'est dans l'aventure Pictarine en fait. De manière générale, parce que tu es toujours quand même en mouvement, etc. T'as dit toi, tu m'as dit que c'était viscéral, mais est-ce que ça t'a... ouais, tu te sens bien en faisant, quoi. Moi, j'ai besoin de... Ouais, je prends pas... Enfin, dans les livres, c'est pas là où j'apprends. En fait, j'apprends en faisant les choses, en fait. Ouais. Je lis beaucoup de livres, hein, mais c'est sûr. parce que ça a une application directe avec ma boîte en ce moment. Mais mon driver, c'est le mouvement, ouais. Moi, j'ai besoin de faire bouger les choses, en fait. J'ai besoin de... Parce que quand on fait bouger les choses, on crée des déséquilibres, et donc il se passe des choses, et donc on apprend, en fait. Et moi, mon but, c'est d'apprendre à comment on peut lancer un produit de manière... Enfin, un produit au niveau international. C'est créer une marque internationale. C'est ça notre kiff avec Max, c'est de pouvoir dire comment on crée un produit international et on arrive à le distribuer de manière internationale. Et parce qu'une fois qu'on a fait ça une fois, on est convaincu qu'on pourra le refaire une deuxième fois, et peut-être avec d'autres types de choses. Hein. Et on a des... Enfin, voilà, il y a des domaines comme l'environnement, comme la santé, comme l'éducation. Je pense qu'aujourd'hui, on fait pas bien les choses, et on peut les faire bien en fait en ayant ce concept de lancer des produits de manière internationale, créer une marque internationale et trouver des business models qui fonctionnent en fait. Et là, si tu devais recommencer tout à zéro, tu ferais quoi? Tu ferais comment? C'est une question qu'on a posée, c'est une question classique, tu vois, mais... Ouais. En fait, en sachant tout ce que je sais maintenant. Ouais. Tu commencerais par quoi? En fait, je ferais 2 choses différentes, je pense. Je privilégierais la vitesse. Donc, arrêter de... Enfin,
aller au contact en fait, aller au contact du marché, aller au contact des gens aussi, parler à plus de gens. L'importance du network est fort quand même, est très fort dans ce milieu-là. Donc trouver des mentors plus vite en fait, beaucoup plus vite. On a passé plein de temps à coder dans ma cuisine et dans l'appart de Max, mais on aurait dû aller au carton du marché beaucoup plus tôt, aller pas rester avec ses suppositions en fait. On a beaucoup d'hypothèses, mais ça reste des hypothèses, c'est pas des certitudes. Et les CEO visionnaires, moi, j'y crois pas en fait. En tout cas, je suis pas comme ça. Je sais pas comment le marché sera dans 5 ans. Et il y a peut-être des gens comme ça, hein, mais voilà, J'y crois moyen, ok. j'y crois moyen, ouais. Et donc ouais, c'est aller au carton le plus vite possible en fait. D'accord, ouais, ok. Ouais, c'est intéressant parce que en même temps, c'est vrai que après là, parce que moi, je suis baigné, je bénéficie un peu de voilà, tout ce lean, etc. Et ça, c'est ce que disent tous, c'est ce que dit tout le monde, quoi, d'aller voir si ça marche. Et puis, ça sert à rien d'être parfait au début et que ça s'améliore au fil du temps. Mais du coup, tu disais que donc vous étiez que 2. Moi, c'est ça qui m'intéresse un peu. Vous étiez que 2. Ouais. Là maintenant, donc là, je suis dans tes bureaux, dans tes headquarters Yeah. à Toulouse. Moi, j'ai 2 questions déjà. Enfin, comment tu passes de 2 à je sais pas combien? Vous êtes une dizaine, tu m'as dit. Ouais. C'est chaud, non? On est 22 là. 22. Je crois que le 22e arrive le 15 novembre. Comment tu passes? C'est comme comment tu te prends des bûches en fait, mais t'es moins seul en fait. Et c'est une aventure humaine géniale de se dire, à la fin du mois, il y a des gens, ils ont un job grâce à moi en fait, à ce qu'on a fait en fait. Et ça, j'avoue que c'est un côté social de l'entrepreneur que j'aime beaucoup en fait et que j'ai découvert parce qu'avant je l'avais pas. J'essayais de me faire vivre moi. Alors déjà la première étape avec Max, c'était de nous dire, mais on en vit, on est capable d'en vivre en fait. Et ça, on s'autofinance et ça, c'était génial. On peut avoir notre passion et en vivre. Et c'est, je pense, le rêve de plein d'entrepreneurs et de commerçants, des gens indépendants en fait, tout simplement. En fait, la satisfaction de dire, c'est grâce à moi que j'arrive à me payer en fait. Et ça fait plaisir. Après, comment c'est de l'humain, c'est des rencontres, t'apprends à recruter. C'est très dur d'apprendre à recruter et tu te plantes, tu te replantes, tu te replantes et après tu te replantes moins souvent. T'as eu ce côté, t'as eu ce côté où beaucoup en parlent de, j'arrive pas. Moi, rien que quand je faisais des projets avec mes collègues à l'école d'ingénieur, quoi, t'en as certains, ils veulent tout contrôler, tu vois, et que ils délèguent, mais ça leur fend le cœur, les mecs, tu vois, les gens, ils ont du mal à. Ils sont obligés de repasser derrière toi, pas parce que c'est nul, mais parce qu'ils ont besoin de contrôler. Toi, t'avais ça ou... En fait, alors c'est pas moi qu'il faudrait demander en fait, idéalement, mais globalement, moi, je délègue très facilement. En tout cas, la personne que je suis aujourd'hui délègue très facilement. Je fais très naturellement confiance et après, on voit comment ça se passe. Par contre, oui, quand ça se passe mal, je débarque et là, je contrôle, en fait, forcément. Et tu fais le pompier, quoi. Et je fais le pompier. Et après, voilà. Mais c'est sûr que la première... t'as envie que tout soit nickel, en fait. Et après, tu découvres que les gens, ils savent mieux faire que toi. Et ça, j'avoue que c'est... tu réduis ton ego aussi. Et bien sûr, au début, je voulais tout contrôler parce que je faisais tout avant. Et donc après, je me suis dit, mais on s'est associé avec François, qui est notre chef produit, en fait, que j'ai rencontré notamment au camping. Et bien sûr, le mec, il est bien meilleur que moi en UX design, en produit. Et maintenant, c'est des directeurs produits. Bien sûr, en produit, je ne vais pas aller lui dire ce qu'il faut faire. Sinon, je ne laisserai pas faire son métier, en fait. Ok. Et est-ce que tu... Enfin, tu vois, là, tu me disais tout à l'heure que vous montiez une application en une semaine. Ouais. Ça, c'est directement lié. Enfin, est-ce que tu penses que c'est lié à ce que vous aviez tenté de faire une app par jour pendant je sais pas combien de temps En fait, on a mis en place la partie Lean Startup, on l'a bien expérimenté, on l'a bien poussé, on a vu ses limites aussi. Et ouais, c'est ancré dans l'ADN de la boîte. La vitesse d'exécution ici est colossale. Les gens arrivent ici, ils disent mais c'est pas possible d'avancer aussi vite. Et on essaie toujours de l'accélérer parce qu'on pense que c'est la vitesse qui fait la différence avec des gros. C'est ce qui fait la force d'une startup par rapport à un grand groupe. C'est la vitesse, c'est la seule chance qu'il a. D'accord, d'être plus rapide. Oui. C'est le côté malin. Ouais, voilà. Ce que tu disais tout à l'heure. Ok. Et j'avais une autre question qui me posait. Oui, je trouve que, alors, ça me faisait rire, mais
Bon, là, je suis arrivé, du coup, tout le monde est déguisé. Parce qu'on est sûrement à l'approche d'Halloween. Ouais. On peut être détendu parce que moi, je reconnais que si je fais aussi tout ce podcast aussi, parce qu'un peu le monde du salariat, etc., quelque part, ça me fait peur. Le côté très corporate, très open space, bureau, voilà, tu fais ton truc, 8h, 17h, tu repars. Jamais, moi, je m'imaginerais arriver déguisé à une boîte et parler à des clients. Mais quand je dis déguisé, c'est bon, du coup, je suis passé tout à l'heure et il y avait une sorcière, il y avait une nana déguisée en citrouille. Comment... Ouais, C'est quoi, c'est quoi Genre... c'est quoi ce qui se passe ici quoi. En fait, c'est l'avantage aussi quand tu crées ta boîte, c'est que tu peux faire. Ce que tu veux. Alors, Enfin, entre guillemets. malheureusement, non, et heureusement non d'ailleurs que tu peux pas faire ce que tu veux, mais tu peux choisir, tu choisis quand même une grande partie de la culture de ta boîte. Et je pense que il y a des principes personnels, tu vois, par exemple la parité, enfin l'égalité des salaires entre hommes et femmes, ça n'a jamais été une question ici. Pour moi, c'était évident en fait. C'est génial. Au niveau société, donc il y a plein de boîtes qui sont comme ça, hein, qui sont en train de se créer maintenant, mais dans plein d'autres endroits, on s'aperçoit que c'est pas le cas. C'est pas évident. Et en fait, tu arrives et tu as aussi des convictions en tant que citoyen en fait, et tu peux les mettre en place dans une organisation en fait. Et moi, par exemple, la flexibilité ici, c'est hyper important chez nous de pas casser les couilles aux gens parce qu'ils arrivent à 10h. En fait, voilà, c'est travailler intelligemment en fait, c'est ça. Après, ça veut dire donner du contexte aux gens, les responsabiliser. Mais c'est aussi leur demander beaucoup. Et ça ne s'applique pas à tous les gens, en fait. Et c'est pour ça qu'aussi le recrutement est clé. Il faut des gens super smart dans une organisation pour pouvoir donner beaucoup de liberté aux gens aussi. Comment ça marche, le fait de travailler, du coup, d'avoir un client qui est aux États-Unis, du coup, et toi, tu es en France. En fait, parce que là, ton bureau, il pourrait être totalement... Tu pourrais être à Singapour, si tu voulais. Ça ne changerait rien. C'est quoi les défis de ça Les défis de ça, c'est alors déjà la culture, hein, parce que je parle pas si bien anglais que ça, et parfois c'est compliqué en fait de parler avec les Américains. Bon après globalement ici tout le monde a un très bon niveau en anglais. On recrute en général des gens qui ont vécu à l'étranger ici, c'est vraiment un critère. Voilà, on peut en parler, mais voilà, c'est un critère important. Et en même temps, t'as une fois par semaine, t'as une demi-heure de cours d'anglais si t'as envie. Voilà, cool. Tu peux. Bref, après il n'y a pas vraiment de critères. Hein. Moi, j'ai envoyé des calls d'email et c'est comme ça que j'ai eu le partenariat avec CVS Pharmacy, qui est le deuxième plus gros, le deuxième gros avec Walgreens en fait. Je crois que c'est pratiquement plus de 200 milliards de chiffre d'affaires. Donc, tu as envoyé des emails comme ça à plein de clients potentiels et tu leur as dit Walmart, machin. En fait, je les ai harcelés. Walmart, typiquement Walmart, qui est quand même la boîte numéro 1 au monde. Ouais. Walmart, je crois que c'est pratiquement 2 fois le chiffre d'affaires d'Amazon. Walmart, c'est énormissime en fait. Et c'était un email. Ouais. C'était un email, j'envoie un email, 2 emails, 3 emails, 10 emails. Tu fais sur le site, tu fais contact Walmart. Non, après tu utilises LinkedIn un peu intelligemment, tu devines, tu apprends justement à contourner les gens, les organisations et à être smart quand tu leur parles et à demander des intros. Les intros, ça marchait. Ça n'a jamais spécialement marché. Les intros, c'est-à-dire quoi ? Est-ce que tu peux me présenter à une mise en relation, ouais. Voilà, ouais. Et du coup, après, tu t'arraches et les mecs, tu leur dis que voilà, tu pitches, tu leur pitches et puis tu les signes au téléphone ou en vidéoconf. Donc tu vas vraiment les chercher, quoi. Okay. Ah ouais, le genre de partenariat, ça arrive pas tout seul. Ça arrive pas tout seul. Faut te sortir les doigts, hein, parce que. Ouais, j'imagine. Mais ça vaut le coup, beaucoup d'efforts pour beaucoup de gains derrière, quoi. Bien sûr. Après, ok, génial. Et écoute, c'était vraiment un podcast super enrichissant. Et c'est aussi pour ça que je fais ça, c'est parce que ça donne accès à des gens qu'on rencontre pas dans la vie de tous les jours, surtout quand on veut se lancer au début. Et je crois que ce que je retiens un peu avec ce podcast, c'est quand même que être bien entouré, c'est quand même vachement important de faire Est-ce que tu dirais qu'il y a des rencontres, les rencontres, c'est... Enfin, il y a des rencontres, toi, qui ont changé ta façon... Enfin, à quel point tu places l'importance là-dedans, dans le networking, etc. Parce que tu as l'air d'en avoir parlé beaucoup. Ouais. Est-ce que tu le recherches toujours activement ? Ou est-ce que maintenant, maintenant que tu es installé là, est-ce que tu n'as plus besoin de faire le... Non, c'est le mouvement toujours. Oui, bien sûr, des rencontres, Max, rencontres incroyables que j'ai faites. Après, il y a toutes les personnes qui sont dans la boîte, c'est des rencontres incroyables en fait que j'ai faites. Mais c'est aussi des gens que j'ai rencontrés à Chicago. Par exemple, le mec était à notre board pendant un temps. C'était un des managers de là-bas. C'est le mec qui a
qui a créé OkCupid et qui a entièrement créé ouais. finalement Tinder en fait. Donc on bossait, c'était le CEO de Match pendant 4 ans qu'il a emmené un IPO. Ouais, il y a des rencontres, des mecs super smart qui se penchent sur les problématiques de ta boîte. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Et... T'as rencontré le fondateur de Tinder, quoi, grosso modo. Ouais, en février, j'étais avec lui, on Incroyable. a dîné ensemble et voilà, c'était cool. Il est plus au board maintenant, mais c'était c'est des chouettes rencontres en fait, des gens qui avaient monté des boîtes. Tu rencontres des mecs qui ont le fondateur de YouTube. J'ai rencontré des mecs comme ça en fait. Alors lui, il m'a pas spécialement apporté, hein, mais ils sont à côté de toi, quoi. Ils sont pas. Enfin, souvent c'est que tu leur envoies des mails. Faut juste oser en fait. Faut aller chercher les gens en fait. Les gens smart, faut aller les chercher. Et moi, ce que je recommande à tout le monde, c'est de dire, quels sont. Moi, j'ai toujours les top personnes à qui je voudrais parler en ce moment. En gros, et comment. Chaque fois que je rencontre quelqu'un, je lui dis, est-ce que tu connaîtrais pas un tel ou alors, j'ai les mecs, je vais leur envoyer un email en leur disant, c'est super ce que tu as fait, ou sur Twitter, machin. Est-ce qu'on peut se faire un call rapide? Et ouais, ça marche pas toujours du tout, hein, mais... Et qu'est-ce que tu fais? Tu t'échanges, tu discutes avec eux? Genre, comment tu leur proposes un café ou une discussion, un appel et leur dire... Ouais, c'est ouais. pas... Mais alors, c'est pas vague aussi, il faut pas arriver sans que c'est du sens, en fait. C'est de dire... en fait, c'est ça que j'ai demandé, en fait, c'est je me dis... Est-ce que j'ai déjà fait, par exemple, pour un podcast qui marchait bien, je l'ai appelé, je lui ai demandé est-ce qu'on peut s'appeler? Il dit OK. Et c'était vachement intéressant. Mais après, c'est vrai que moi, quand je l'ai appelé, du coup, j'ai pas d'objectif particulier. J'ai l'impression que toi, t'es en train de me dire que... Moi, c'est en côté malin, c'est de se dire, je vais avoir une petite idée derrière la tête et je vais orienter ça dans un sens où ça peut l'intéresser, en fait. Tu te fais un peu tes devoirs avant et tu te dis, je pourrais t'apporter ça quelque part, en fait. Et quand ça te permet de rentrer, c'est le premier pied dans la porte, en fait, où tu as l'intérêt de la personne, en fait. Et après, c'est sûr que les conversations, une fois que tu as... En fait, si t'as aucun point commun, ça va jamais marcher en fait. Mais si ça a du sens en fait, je veux dire, un point commun, aucun objectif commun business par exemple ou perso, mais à un moment, quand ça fit, faut trouver un moyen de faire fitter en fait. Et puis voilà. Ok. Il y a des gens que je revois, d'autres que je revois pas. Oui, bien sûr, ouais. D'accord. Ok. Et génial. Merci beaucoup, Guillaume, pour ce podcast. Allez voir Pictarine. Est-ce que Pictarine va se lancer si je suis assez malin, ouais, ça va se lancer en Europe à suivre. Donc, en tout cas, c'est un plaisir d'avoir échangé avec toi. Et puis, ça m'a rappelé des souvenirs aussi parce que c'est pas tous les jours que j'évoque tout ça. Oui, c'est souvent ce qu'on me raconte après. Excellent. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes et sur ma page Instagram Le Grand Bain, où je partage des backstage du podcast, mes stories parfois décalées, ou sur LinkedIn où je poste des histoires rédigées issues de mes dernières interviews. Si tu veux que ta voix apparaisse dans le prochain teaser, envoie-moi un fichier son enregistré sur ton téléphone disant « Bienvenue sur Le Grand Bain » et envoie-le-moi à l'adresse legrandbain.contact@gmail.com. Je te dis à très bientôt, Pierre.